Si tu anticipes, alors tu as peut-être quelque chose à voir avec un philosophe. Un philosophe est un anticipateur de notions et de conduites à venir. Donc cette table ronde, nous l'avons conçue avec un partenaire qui est une revue en ligne qui s'appelle Le Grand Continent, une revue en ligne et maintenant une revue papier, dont le directeur Gilles Gressani est ici présent. Alors on est très heureux d'avoir fait ce partenariat avec Le Grand Continent parce que vous avez tous connu les revues des années 70, 80, le débat, commentaires. Et il y a quelques années, quand le débat a fermé, Pierre Nora et Marcel Gaucher, des intellectuels très remarquables par ailleurs, mais on dit on ferme cette revue parce qu'il n'y a plus d'appétit pour lire des textes longs et pour la réflexion telle qu'elle se présente dans les revues. Le monde a changé, les gens ne veulent plus ça. Et en fait, ce qui est formidable avec Le Grand Continent, c'est qu'ils apportent la démonstration absolument inverse. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de lire les articles sur le site du Grand Continent, mais c'est vraiment remarquable. C'est des sujets contemporains sur la géopolitique, sur la transition environnementale, sur la technologie, sur l'Europe, la Chine, les États-Unis. Et tout à l'heure, Giuliano disait que on n'achetait pas de livres sur l'Europe. Si on n'achète pas de livres sur l'Europe, en tout cas, on lit Le Grand Continent, puisque tu disais, Gilles, qu'il y a plus de 30 millions de personnes qui ont lu la revue l'année dernière. Donc c'est absolument énorme. Et vous en avez fait une revue papier qui est là, que vous pouvez aussi vous procurer au stand de librairie, donc au 2e étage. Je fais bien la pub, hein, t'as vu. Je te donnerai mon RIB aussi. Non, et c'est vraiment formidable parce que surtout, moi, ce que je trouve absolument génial, c'est que c'est des points de vue sur le contemporain qui sont très rares dans le débat intellectuel français. Le débat intellectuel français, il est parfois un peu recroquevillé sur lui-même. Et là, on a une ouverture à des sujets nouveaux, comme la technologie, et surtout à la pensée des autres, y compris, vous traduisez des penseurs chinois. On a eu toute une série de traductions aussi sur les oligarques de la tech, c'est-à-dire que pensent ces gens qui sont quand même en train de façonner notre monde aujourd'hui. Et donc, on est vraiment très content de faire ce partenariat avec vous. Et il y aura une deuxième table ronde qui sera animée par Pierre Ramon lundi sur le retour du religieux. Mais du coup, là, je te laisse la parole, ainsi qu'à celle de tes 3 remarquables invités pour parler de l'international néo-réactionnaire. Merci beaucoup de votre fidélité. Merci beaucoup. Si tu anticipes, alors tu as peut-être quelque chose à voir avec un philosophe. Un philosophe est un anticipateur de notions et de conduites à venir. Merci beaucoup David Jays pour ces mots. Dans Le Grand Continent, on trouve plein de penseurs et on trouve aussi du David Jays. Donc, en ce moment même, si ça vous intéresse de creuser une partie des éléments qui ont été élucidés par David au début de cette journée, vous pouvez le retrouver sur le site internet. Mais je ne vais pas m'alourdir sur ce point-là parce que nous avons 1h26 dans pas mal de sujets et nous avons 3 invités absolument remarquables qui nous permettront d'avancer sur cette question qui, je pense, nous anime toutes et tous. Je commence par ma gauche, Jean-Yves Dormagin, professeur de sciences politiques à l'Université de Montpellier, président et fondateur de l'Institut de sondage Cluster 17, auteur de plusieurs sondages dans le continent, dont le fameux Eurobazooka, on reviendra sur cela. Maya Kendall, docteur en histoire, diplômée de Columbia University de Sciences Po Paris, chercheuse indépendante et consultante, spécialiste des États-Unis et associée à l'Université Sorbonne Nouvelle. Elle est auteur d'une première histoire du Trumpisme chez Gallimard. Je vais le montrer comme on le faisait dans l'époque de Pivot. Voilà. Et comme dans l'époque de Pivot, on achetait beaucoup de livres, vous trouverez ce livre aussi à la vente à la sortie du théâtre. Et enfin, Arnaud Miranda, qui est docteur en théorie politique, spécialiste d'histoire des idées politiques,
et qui a publié dans le Grand Continent un atlas de la pensée néo-réactionnaire que je vous conseille à toutes et à tous de lire parce que c'est une mine à la fois bibliographique et c'est une des figures qui permet de comprendre et de décoder la révolution qui est aujourd'hui en cours, qui se trouve, comme David l'a très bien rappelé, un nouveau moment pivot dans le dernier volume du Grand Continent. Et je voudrais peut-être commencer par un questionnement qui nous anime un peu toutes et tous. Je pense que nous sommes tous aujourd'hui dans cette situation. On a vécu depuis un an presque au jour le jour, depuis que Donald Trump a été réélu à la Maison-Blanche, une actualité saturée de sidération. Et donc je voudrais vous poser une question, peut-être en commençant par Jean-Yves Dormagin. Si on devait prendre dans ces 12 mois une chose qui vous a particulièrement étonné, qui, plus que le reste, vous a sidéré, vous a dit il y a quelque chose là qui se passe, qui fait que nous sommes face à un pivot, ce serait quoi ? Merci Gilles. C'est une question difficile parce qu'il se passe presque tous les jours avec Trump et avec cette mouvance des droits trumpistes, presque tous les jours des choses qui sont un peu surprenantes, un peu sidérantes. Ça fait d'ailleurs partie, on y reviendra peut-être, je pense que ça fait partie du phénomène, c'est-à-dire cette capacité à attirer l'attention. D'ailleurs, on s'intéresse surtout à eux, c'est à ça sur le chemin. On connaît presque tous les grands leaders politiques de cette mouvance, on connaît assez mal les autres gouvernements, les autres chefs d'État, enfin ils polarisent au sens y compris de polarisation de l'attention, et Trump, on le sait, est d'une certaine manière assez génial pour faire ça, donc il y a plein de moments qui ont pu sembler troublants, surprenants, sidérants. Moi il y a un moment qui m'a marqué, mais c'est peut-être aussi lié au fait que j'ai fait il y a fort longtemps une thèse sur l'Italie, et en particulier l'Italie fasciste. Et on reviendra peut-être sur ces questions d'analogie aussi qui sont assez problématiques et qu'il faut manier avec beaucoup de précautions. Mais il y a le moment de l'assassinat de Charlie Kirk et des funérailles de Charlie Kirk, on s'en souvient, de ce jeune leader de la mouvance MAGA qui, en gros, tentait d'évangéliser les campus universitaires. Et ce moment, pourquoi il est marquant ? Alors, c'est pas que Trump, d'ailleurs, c'est plus le moment. Il est marquant parce que c'est quand même un moment où on s'est posé la question de savoir, alors certains ont utilisé cette expression de moment Reichstag, l'incendie du Reichstag qui fait basculer l'Allemagne dans la dictature nazie. Moi, évidemment, ayant travaillé sur l'Italie, ça me faisait plutôt penser à l'assassinat de Matteotti, c'est-à-dire l'assassinat d'un député socialiste italien qui était un des plus grands opposants depuis le début au mouvement fasciste, et où Mussolini dit je pourrais faire, il fait un discours au Parlement qui est très célèbre à Montecitorio, il dit je pourrais faire de cette assemblée un bivouac de manipules, c'est-à-dire en gros je pourrais faire installer mes squadres fascistes, mes chemises noires, les faire camper dans le Parlement. Et c'est le début, c'est le commencement de la dictature. Et on s'est posé quand même cette question sur les États-Unis. Il y a eu pendant quelques jours, à tort ou à raison, mais peu importe à la limite, le fait même qu'on ait pu se poser la question d'un basculement, on pourra aussi discuter de savoir si on est dans une logique autoritaire ou s'il y a des signes d'autoritarisme et essayer de réfléchir aux dynamiques possibles, mais on s'est posé quand même cette question sur les États-Unis d'Amérique, et j'avoue que pour quelqu'un comme moi, le simple fait que la question puisse se poser, j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Et quand on regarde le discours de Trump lors de ses funérailles, on est quand même assez surpris. Ceux qui ne l'ont pas vu pourront aller y jeter un œil si ça les intéresse, ceux qui ne l'ont pas déjà vu, parce qu'il présente Charlie Kirk comme un évangéliste de la liberté, etc. Il le présente presque sous des traits christiques, en disant il pardonnait à ses opposants, il voulait leur bien, etc. Et là, est-ce que c'est improvisé ? Est-ce que c'est pas improvisé ? Est-ce que c'est... Je ne sais pas, évidemment, mais... Et là, il dit, moi, je ne suis pas comme Charlie. Là-dessus, je diffère avec lui, je hais. Il dit texto, je hais mes opposants. Et puis, pardonne-moi, Erika, la femme de Charlie Kirk, qui, elle... Qui venait de dire, moi, j'ai pardonné l'assassin. Qui venait de dire, le Christ a pardonné, donc moi aussi, je pardonne. Là aussi, on est déjà un peu dans l'univers, cette espèce d'univers... particulier avec ses références christiques, chrétiennes, prophétiques, etc. Et lui ne peut pas s'empêcher. Donc il dit, je hais mes opposants,
Et quelques secondes plus tard, il ajoute « Je ne peux pas les supporter ». Venant de l'homme le plus puissant du monde, c'est assez inquiétant, c'est quand même assez particulier. Et effectivement, pour moi, c'est un moment très, très fort et très marquant, même si pour l'instant, la bascule très claire, très nette, n'a sans doute pas eu lieu, mais elle n'aura peut-être jamais lieu, je l'espère évidemment, mais c'est un sujet de débat, de discussion et surtout à suivre attentivement. Avant de passer la parole à Arnaud Miranda, qui comme ça commence aussi à réfléchir à la réponse, peut-être une mini-relance, parce que est-ce qu'il n'y a pas une relation entre le 6 janvier, donc la tentative violente, un putsch raté, mise en scène d'une manière grotesque, mais quand même réelle, avec des victimes, des personnes qui perdent leur liberté, et ce moment Kirk. Au fond, est-ce que, à votre avis, Jean-Yves Dormagin, on assiste déjà aujourd'hui aux États-Unis à la transformation d'un moment politique, quelque chose de qualitativement différent, parce que le leader assume qu'une partie de ses partisans, une partie de ses associés, puissent perdre la vie ou aller en prison pour lui. On le sait, par exemple, le conseiller politique le plus influent aujourd'hui de Donald Trump sur les matières économiques et commerciales, Pete Navarro, il a fait de la prison parce qu'il a refusé de témoigner devant le Congrès. Donc est-ce qu'il n'y a pas déjà effectivement un basculement qualitatif, certes pas quantitatif, mais qualitatif en cours, dans un type de politique différent? Alors, moi, je ne suis pas spécialiste des États-Unis. Il y a ici, à côté de moi, des conférenciers qui connaissent beaucoup mieux et beaucoup plus finement l'évolution des États-Unis. Mais on voit bien, et là on peut même élargir à cette mouvance en général, on voit bien que le rapport à l'état de droit, on pourrait dire ça aussi d'une certaine manière de Orban, de Millet, etc. Le rapport à l'état de droit de tous ces leaders est évidemment assez particulier. Et il y a sans arrêt des petites transgressions, c'est-à-dire que ça procède en permanence par petites transgressions, dont celles que vous avez évoquées. Et à force de transgresser, on habitue quelque part à cette idée qu'on peut se débarrasser de l'état de droit. Mais on l'a entendu aussi en France. On a entendu un ministre il y a quelques mois dire que bon, l'état de droit n'était pas sacré, quoi, et qu'il fallait parfois s'en affranchir. Et c'est évidemment au cœur de cette mouvance et de cette dynamique. Et il y a là quelque chose évidemment de préoccupant, parce qu'on joue d'autres logiques, on joue la logique, en gros, tout ce qui est bon pour les États-Unis. Moi, je pense à un épisode aussi qui m'avait stupéfié pour le coup, donc j'en donne deux. C'est ces navires de trafic en drogue, supposés, parce qu'on n'en sait rien, probablement, navires de trafic en drogue, qui ont été purement et simplement éliminés par les forces armées américaines, sans même qu'on tente de les capturer, alors qu'ils reculaient, ils repartaient, donc ils ne représentent en rien une menace, ils ont été délibérément éliminés. Et Jill Evans, l'administration Trump, a assumé cette élimination, qui évidemment, mais on est à 1000 lieues de l'état de droit, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas les individus, on ne tente absolument pas, évidemment, de leur laisser la possibilité de s'exprimer, on ne vérifie rien, on les tue et on l'assume. Et ce niveau de brutalité, ce niveau de violence assumé, y compris après sur les réseaux sociaux, etc., évidemment que c'est très, très significatif et très particulier. Donc nous avons un premier volet qui est effectivement cette dynamique presque schmittienne d'une politique qui redevient une politique de l'ennemi et de la mort et de la possibilité de lui donner la mort. Est-ce que Arnaud Miranda, quel est votre point d'étonnement aussi? Vous avez beaucoup étudié notamment les idéologies néo-réactionnaires, la partie de doctrine un peu fusionnante qui a composé le nouveau Trumpisme. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette séquence? Merci Gilles. Alors, j'ai essayé de réfléchir à un événement marquant, et comme l'a dit Jean-Yves Dormagin, j'ai l'impression que cette année a été une sorte de succession de moments stupéfiants et qui nous poussent en quelque sorte au pessimisme. Donc j'ai essayé de trouver quelque chose qui était peut-être le plus étonnant, c'est-à-dire une lueur d'optimisme dans Oula, cette là, vous survendez quelque chose. Absolument. Donc, je pense que le moment qui m'a le plus étonné, je le situerai dans le début de l'été en fait, dernier, disons quelques mois après l'investiture de Trump, qui a été, voilà, les premiers mois, c'était vraiment marqué par cet ultra-présidentialisme, ces mesures, je crois plus de 100 executive orders en je ne sais plus combien de jours, 3 mois, non, d'à peine 2 mois peut-être, j'ai plus les dates exactement, mais bon, bref,
présidentialisation, une volonté de montrer qu'il était très déterminé à changer le régime politique américain, non seulement la pratique, mais à mon avis aussi les institutions. Et au début de l'été, on a vu arriver les premières fissures idéologiques en fait dans la coalition qui avait apporté Trump, qui avait porté Trump au pouvoir, notamment avec une affaire qui pourrait sembler complètement dérisoire ou en tout cas people quasiment, enfin, évidemment criminelle, mais de l'ordre de la presse people ou en tout cas de la presse grand public et pas finalement une affaire politique, mais qui l'était aux États-Unis. C'est l'affaire Epstein. Donc simplement pour mettre un peu de contexte pour ceux qui n'auraient pas tout ça en tête, c'est donc ce milliardaire américain qui a été mis en cause et puis ensuite condamné pour avoir organisé des trafics de prostitution, notamment avec des mineurs, notamment pour avoir organisé des soirées sur son île privée dans laquelle justement il livrait à la prostitution ces mineurs et autres. Et cette affaire a été centrale, notamment dans la campagne 2024, en fait, puisque Trump a mobilisé cette affaire qui, il faut le préciser aussi, a été, disons, disons que n'a pas seulement touché à Epstein, mais à tout un tas de personnalités, puisque Epstein était proche de nombreuses personnalités politiques et de personnalités du show business, dont on a supposé, ou en tout cas un grand nombre de personnes des États-Unis ont supposé qu'ils étaient liés à ces affaires. C'était la construction d'un récit complotiste. Et donc Trump a participé et a accentué ce récit complotiste en annonçant comme promesse de campagne qu'il allait complètement déclassifier l'affaire, déclassifier absolument tous les documents, et notamment une fameuse liste qui serait la liste surnommée la liste Epstein, qui serait la liste des clients présumé donc de ce réseau de prostitution, et dans cette liste donc figurerait un tas de personnalités politiques. Donc il y a eu des dizaines et des dizaines de noms qui sont sortis. Cependant, arrivé au pouvoir, Trump a rapidement fait machine arrière et ça a en quelque sorte soulevé une partie de la base, on reviendra sur les termes, mais national-populiste sur lesquels il a fondé son élection, sa campagne, donc ce qu'on appelle parfois la base MAGA, c'est du nom de son slogan. Et tout un tas d'influenceurs de ce qu'on appelle la droite alternative ou l'alt-right s'est finalement rebellé contre Trump après avoir été ses plus fervents soutiens, au nom justement de ce recul. C'est-à-dire qu'ils ont vu dans cette espèce de retrait de Trump une forme de trahison, et de manière assez intéressante parce qu'ils soupçonnaient que Trump aurait pu participer de près ou de loin à ces Parce qu'il y a des affaires. vidéos où parce qu'il était proche d'Epstein, exactement. Et qu'il y a des vidéos où ils sont très proches, où ils se font des accolades, etc. D'ailleurs, même une vidéo dans une soirée dans laquelle il y a des jeunes femmes. Absolument, oui. Et donc, c'était la construction d'un récit très puissant qui était en train de presque se retourner contre son créateur. Qui, une fois arrivé au pouvoir, évidemment, ne peut pas publier une liste qui, d'ailleurs, au passage, n'existe probablement pas, qui a été alimentée par les discours complotistes. Et ce qui est intéressant, et c'est ça donc mon point d'optimisme, c'est que finalement, on a tendance à être un peu victime du rythme narratif qu'impose Trump et qui finalement donne l'impression que le Trumpisme est un mouvement, une sorte de vague inarrêtable. Et on a vu à ce moment-là les premiers signes de ce qui existait déjà auparavant, mais qui n'était pas visible, c'est qu'il existe différents courants idéologiques au sein du Trumpisme, différentes bases aussi électorales certainement. Et vous voyez là les premières fissures, c'est-à-dire que tous les courants ne fonctionnent pas toujours ensemble. Et même si ils ont été réconciliés un temps avec l'assassinat de Charlie Kirk, je pense que ce qui est en train de se passer et ce qui, à mon avis, est à venir, ce sont des va-et-vient, donc d'union et de désagrégation en quelque sorte des différents courants du Trumpisme. Et le grand défi de Trump et de son successeur potentiel, ça va être de faire tenir en fait ces différentes branches idéologiques. Et je crois que l'optimisme vient du fait que ce n'est pas complètement gagné d'avance. Donc là, nous sommes effectivement le politique dans son dimension schmittienne, la construction d'un récit postmoderne, espèce de The Apprentice in White House, cette série télé quotidienne qui parfois peut se retourner contre son propre storyteller. Maya Kandel, qu'est-ce que vous pouvez ajouter à ces deux premiers jambes du Trumpisme marchand ?
Merci Gilles, bonsoir à tous. Je suis très, très contente d'être dans ce magnifique lieu. Je crois que je n'ai jamais fait d'intervention dans un lieu aussi beau. Qu'est-ce que je peux ajouter? Non, par rapport à la première question, c'est vrai que moi j'allais répondre par une boutade que en fait j'avais pas été surprise par grand chose, mais bon, tout simplement parce que j'ai passé les dernières années immergée dans ces milieux intellectuels de cette nouvelle droite américaine qui préparait en fait le retour de Trump depuis sa défaite de 2020, défaite qu'il n'avait jamais admise d'ailleurs. Et en fait, dès janvier 2021, et pour certains un peu avant, il y avait une préparation à la fois une préparation idéologique pour essayer en fait de théoriser à rebours ces intuitions apportées par Trump et qui ont transformé le Parti républicain. On est vraiment par rapport au Parti républicain de Reagan qui était défini par une trilogie libre-échange, ouverture à l'immigration et interventionnisme international. Trump est élu en 2016 avec une nouvelle trilogie qui est en quelque sorte le contre-pied exact de ce qui définissait jusque-là le Parti républicain. Et à un moment où le Parti républicain avait du mal à gagner les élections. Il y avait même un livre qui avait annoncé dans les années 2000 que les démocrates allaient désormais avoir structurellement la majorité en raison des transformations démographiques, notamment sociologiques également, etc. Et donc, on a tout un tas d'intellectuels, d'idéologues, de gens qui sont, mais aussi d'influenceurs, de gens qui sont dans cette nébuleuse de la droite et de l'extrême droite américaine, qui vont mettre en place et institutionnaliser, enfin, se réunir et essayer de proposer une forme de théorisation à rebours du Trumpisme pour conserver et élargir ce socle électoral. Et là-dedans, on a différentes composantes qui ont été citées déjà. Et en 2021, donc, les anciens de l'administration Trump 1 créent aussi eux-mêmes des centres de réflexion, des structures, pour commencer à préparer un deuxième mandat Trump. Et donc, la particularité de ce deuxième mandat, c'est qu'on a une équipe. C'est arrivé une seule fois dans l'histoire américaine d'avoir un président qui revient après 4 ans de lapse, qui est réélu 4 ans plus tard, donc une équipe ultra reposée, ultra préparée, et qui a vraiment réellement préparé, que ce soit pour les droits de douane, préparer les décrets, les justifications légales. Là, en ce moment, la Cour suprême entend une contestation de la manière dont Trump a mis en place ses tarifs, justifier ses droits de douane. En fait, ils ont d'autres lois, d'autres justifications légales en réserve. De la même manière, tout ce qui était l'utilisation, l'instrumentalisation de notions comme la liberté d'expression, la politisation de la justice, le fait de poursuivre des ennemis, la manière de justifier ça, de bâtir ça, le déploiement de la garde nationale d'un État dans un autre État. Là aussi, c'est contesté évidemment dans les tribunaux, c'est parfaitement contraire à toute la tradition américaine. Mais ces éléments, donc ces centres, moi je me suis intéressée en particulier à un centre qui est l'Institut Clermont, qui travaillent sur ces questions depuis la fin des années 70. Alors eux, ils sont des fondamentalistes en quelque sorte de la Constitution américaine. Ils pensent que tout doit être interprété de la manière dont elle a été écrite à l'époque par les pères fondateurs. Et ce sont des gens qui ont préparé, et aussi l'offensive contre le deep state, la bureaucratie. Là encore, c'est quelque chose qu'ils préparent depuis très longtemps. Quand vous dites « il prépare », peut-être ce serait assez utile de préciser la composition de ces élites. Oui. Parce qu'effectivement, une des choses qui est très étonnante, pour le coup, c'est que la différence entre le premier mandat et le deuxième mandat, c'est que le premier, on a bien vu une capacité de désordre, de chaotique, mais qui était justement pas organisée vis-à-vis d'une action politique exécutive. Alors que là, on a l'impression qu'on est presque dans un cas totalement opposé. Donc, est-ce que vous pouvez nous aider au point... C'est sans doute une question d'élite. Et quelles sont aujourd'hui les élites qui ont rejoint le nouveau Trumpisme et qui le rendent si efficace ?
Oui, bien sûr. Et en fait, il y a, au départ, en 2016, quand Trump est élu, la plupart des conservateurs, la plupart des républicains qui sont dans les centres de réflexion, les fameux think tanks à Washington, se sont tous déclarés pendant la primaire des Never Trumpers, des gens qui n'accepteront jamais que Trump soit au pouvoir. Et l'actuel vice-président, d'ailleurs, à peu près, était dans ce genre de situation. Alors, il est... Bon, en fait, il y a eu peut-être un peu d'exagération sur son... En fait, J.D. Vance, en 2016, il vient de sortir son autobiographie qu'il a écrite à 30 ans à peine, ce qui signe d'une ambition certaine. Et il a eu C'est pas le seul qui fait ça. Non, Barack Obama avait aussi écrit son autobiographie assez jeune. Bref, mais voilà. Donc il avait de grandes ambitions. Il a eu cet échange privé sur Facebook Messenger où il s'interrogeait avec un ami. Il se disait est-ce que Trump va être le Hitler de l'Amérique, voilà. Ensuite, donc bon, c'était pas, voilà, effectivement, mais c'était une question. C'était une question qui se posait. C'est une question qui, voilà, qui dit un peu des choses. Bon, finalement, toujours est-il que Trump est élu. Vance se dit que son avenir politique passe par là et que finalement, c'est pas du tout le Hitler de l'Amérique ou que même si c'est le cas, c'est pas grave. Et donc, à partir de là, en fait, il est déjà dans des cercles conservateurs. Mais pour répondre à votre question, donc on a vraiment Trump se retrouve élu. C'est quelqu'un qui n'a pas d'expérience politique, qui n'a jamais vraiment évolué. Depuis qu'il veut lancer sérieusement sa carrière politique, c'est-à-dire vraiment 2009-2010, il s'est rapproché des milieux évangéliques, parce qu'il n'est pas idiot, Trump. Il sait que la clé de l'électorat des primaires républicaines, c'est l'électorat évangélique blanc. Et donc, il s'est rapproché des figures importantes de ce milieu-là. Mais pour le reste, c'est quelqu'un qui a fréquenté plutôt le showbiz, le catch, des sportifs, les médias, etc. Il a une carrière dans la télé-réalité. Donc, il est très très fort en médias, il a su anticiper en plus tout ce qui fait la viralité de notre nouveau système médiatique, le clash, la provocation, ça c'est des choses qui manient, c'est une seconde nature chez lui, hein, c'est même quelque chose qu'il théorise dès son premier livre, mais il n'a pas de personnel politique et donc il va aller puiser en particulier auprès du seul centre de réflexion qu'il a soutenu, qui est l'Institut Clermont, qui le soutient avant sa victoire. Et donc, on a un certain nombre de figures qui arrivent, que ce soit au Conseil de sécurité nationale ou dans d'autres agences. Bon, ensuite, il y a aussi des gens qui se raccrochent, qui sont un peu aujourd'hui en disgrâce, comme John Bolton. Mais John Bolton, c'est quelqu'un qui a toujours défendu la souveraineté au-dessus de tout, qui est hostile aux organisations internationales. Donc, il va être un temps secrétaire à la sécurité nationale de Trump. Mais donc on a l'Institut Clermont, mais aussi une figure comme Peter Thiel, qui est... je croyais que tu en avais déjà parlé, mais pardon. Donc Peter Thiel, qui est une figure, un petit milliardaire de la Silicon Valley. Il n'a que quelques milliards, mais il est notamment le patron de Palantir. C'est un des cofondateurs de PayPal. Le système de paiement que vous devez connaître. Avec Elon Musk. Avec Elon Musk et avec tout un tas, avec la PayPal Mafia, avec tout un tas d'autres figures importantes. Musk et Thiel ont même partagé des bureaux à un moment à la fin des années 90. Et Palantir, c'est cette entreprise qui naît après les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis et qui propose à la CIA, en l'occurrence, des méthodes basés alors sur des algorithmes qui sont beaucoup développés depuis pour croiser les données et participer à la guerre contre le terrorisme. Aujourd'hui, Palantir est intégré dans quasiment toutes les agences du gouvernement américain, que ce soit l'immigration, la santé, enfin tous les domaines. Je m'égare un peu. Non, mais enfin, c'est normal de s'égarer parce que c'est très labyrinthique et il y a beaucoup de choses. Effectivement, la question c'est comment on fait pour décrire et essayer de voir quels sont les groupes qui composent cette nouvelle élite. Oui. Donc en fait, on a une partie plus politique, on a une partie qui est plutôt liée à la tech.
En fait, on a donc ces groupes. Ce qui est important, c'est de bien voir, c'est qu'on a un certain nombre d'intellectuels avec des financiers, avec aussi quelques fondations hongroises, parce que ça c'est important pour l'international. Les réactionnaires, ils sont là déjà dès 2019-2020, dès le début de cet effort de théorisation du Trumpisme. Mais ensuite, on a aussi le ralliement d'autres gros centres, soit des nouveaux centres fondés par des anciens de Trump 1, soit la fondation Heritage à partir de 2021. Qui est un des poids lourds conservateurs à Washington, créé dans les années 70. Et eux, ils vont non seulement commencer à élaborer un programme pour une administration Trump 2, y compris en reprenant des idées qui sont présentes dans la droite américaine depuis très longtemps, comme la suppression du ministère de l'Éducation. C'est quelque chose qui était déjà dans le programme de Heritage en 1980 et que Reagan avait promis mais n'a pas mis en œuvre. Donc ils vont préparer des programmes très précis. Le projet 2025, qui est une de ces incarnations, est un document qui fait presque 1000 pages, qui est une bonne feuille de route d'ailleurs. Oui, en fait, ça fait partie des choses, si on l'a lu, effectivement, on est moins surpris de ce qui se passe. Absolument, parce qu'il y a vraiment des choses qui sont décrites sur les communications et les médias. Le responsable est celui qui a écrit le chapitre, Russell Vaux, un des co-auteurs, et l'un des personnages les plus importants à la Maison-Blanche. Et ils vont aussi faire une sorte de LinkedIn d'ultra-conservateurs loyalistes à Trump, des gens qui n'ont jamais montré d'hostilité à Trump. Et donc pour avoir, parce que vraiment leur analyse de Trump 1, c'est de dire on n'a pas pu faire ce qu'on voulait faire parce qu'on n'avait pas le personnel. On n'avait pas les idées, mais surtout on n'avait pas le personnel. On avait un deep state qui était hostile. Donc, ce qu'ils appellent deep state, c'est la bureaucratie. En l'occurrence, dans certains cas, c'était vrai. Hein. On a vu pendant le premier mandat de Trump des responsables du Pentagone lui mentir pour pas qu'il retire les troupes de Syrie, par exemple. Donc, il y avait des cas où ils avaient raison, en quelque sorte. Donc, il y a un réservoir de personnes qui est préparé. Et un des tests d'entrée dans l'administration Trump 2, ce sera l'allégeance au double mensonge qui sont le socle de cette candidature Trump. Il déclare sa candidature en 2022, mais de sa victoire en 2024, qui sont le mensonge sur le résultat de l'élection 2020, de dire en fait Trump avait gagné, et le corollaire immédiat qui est de dire que l'assaut sur le Capitole du 6 janvier 2021 était une manifestation patriotique de gens sympathiques qui voulaient seulement dire qu'il ne fallait pas valider l'élection de Biden. Et ce qui est intéressant, c'est que dès son premier décret, une de ses premières mesures à Trump, c'est de pardonner, d'amnistier tous les gens qui ont été, donc près de 900 personnes, qui ont été reconnues coupables, parfois condamnées à des peines jusqu'à 11 ans de prison, dans l'assaut sur le Capitole. Et donc on a tout de suite, on le voit à plein d'autres choses, hein, mais le fait d'entériner, de concrétiser cette version, je ne peux pas dire de réalité alternative, enfin dans l'esprit de Trump c'est ça, mais c'est d'entériner des mensonges qui l'ont porté au pouvoir. Et c'est là peut-être qu'on touche un des points qui nous permet de passer à la question de l'internationalisation de ce mouvement. Parce que s'il y a une chose qui paraît très spécifique, si on suit ce que vous avez démontré très précisément et si on lit ce que Arnaud Miranda fait systématiquement, c'est qu'une des choses étonnantes et nouvelles du nouveau Trumpisme, c'est cette alliance entre d'un côté la Silicon Valley et de l'autre côté la partie plus politique des think tanks à Washington. Un peu comme si Carl Schmitt, après un séjour à Palo Alto, avait posé ses valises à la Maison-Blanche. Et on a un peu l'impression que là, il y a quelque chose qui est du domaine de la matrice du nouveau, d'un nouveau qui peut être exporté. Et en réalité, pour comprendre cette partie-là, Arnaud Miranda, il faut lire une série de penseurs qui sont là, pour le coup, très, très marginaux, très, très, très bizarres, que vous avez lus très en profondeur pendant très longtemps. Est-ce que vous pouvez nous aider un peu à essayer de les comprendre, là aussi assez rapidement, parce que ça fait partie, je pense, de ce portrait qui nous permet par la suite de basculer à la question qui est la nôtre, c'est l'existence d'une internationale réactionnaire. Oui, alors peut-être avant d'en venir à ces penseurs bizarres, c'est peut-être qu'il faut poser quelques catégories un peu opératoires en quelque sorte, qui sont
imparfaites parce que ce sont des catégories, mais qu'on aime bien poser en théorie politique, même si bon, elles sont, voilà, il y a des penseurs qui sont à la marge, il y a du flou entre ces catégories, mais à mon avis quelque chose d'utile pour comprendre ce qui s'est passé à partir de la fin des années 2000, début des années 2010 dans la droite américaine, c'est qu'on a basculé en quelque sorte, et Mike Handel l'a dit, d'une identité idéologique du Parti républicain qui était conservatrice à la multiplication de courants et la montée en puissance de courants qui étaient réactionnaires. Donc ces deux étiquettes qui nous permettent de comprendre deux visions de la politique, ou en tout cas de l'idéologie de droite, dans le sens où les conservateurs, si on caricature évidemment un petit peu, c'est Jean-Yves Pranchère, un philosophe politique qui dit ça, le conservateur, ce qu'il veut faire, c'est préserver un certain ordre social traditionnel, certaines valeurs religieuses, certaines valeurs morales, certaines valeurs politiques. Et pour le faire, il accepte de participer au jeu démocratique. Donc il n'est pas, même s'il n'apprécie pas fondamentalement la démocratie et qu'il ne pense pas que c'est le meilleur régime qui soit, il va accepter de faire quelques compromis et d'entrer dans l'arène démocratique pour défendre ses valeurs. Donc c'est typiquement la position de quelqu'un comme Léo Strauss qui ne tient pas la démocratie en haute estime mais qui pour autant ne veut pas la renverser. Le réactionnaire, et c'est toujours Jean-Yves Pranchère qui le décrit comme ça, est animé par autre chose. Il décrit ça comme une volonté de reconstitution. C'est-à-dire que le réactionnaire pense que l'ordre social traditionnel ne peut plus être préservé dans l'état des choses, et donc pour le réétablir, eh bien, il faut en finir avec le régime dans lequel on est, et en l'occurrence la démocratie. Et à la fin des années 2000, et notamment du fait de la disgrâce à droite de la politique notamment étrangère de Bush et son ultra-interventionnisme qui était soutenu par des idées néoconservatrices, sont montées en puissance des idées réactionnaires qui étaient beaucoup plus radicales vis-à-vis de la démocratie et qui ne voulaient plus simplement promouvoir les valeurs de manière... comme le voulaient les néoconservateurs, mais en finir avec la démocratie. Et il y a eu trois courants qui me semblent importants, qui ont émergé soit à la fin des années 2000 pour l'alt-right et la néo-réaction dont je vais parler, soit au cours des années 2000 pour le troisième courant qu'on appelle le post-libéralisme. Donc ces trois courants, ce sont, donc, comme je le disais, l'alt-right, la droite alternative, la néo-réaction qui est proche des milieux tech, et le post-libéralisme qui est principalement lié à des élites catholiques qui sont, elles, universitaires et bien implantées dans l'Est américain. Catholiques et chrétiennes en partie. Alors, oui, elles ne sont pas toutes catholiques, mais oui. Les principaux idéologues sont catholiques, et Rod Dreher, qui est lui orthodoxe, a été catholique un temps, donc on pourrait presque dire qu'il est passé par le catholicisme. Donc la particularité de ces trois courants, c'est qu'ils veulent en finir avec la démocratie libérale, chacun à leur manière. L'alt-right, c'est donc la droite alternative, c'est la première qui a, disons, qui s'est imposée, puisque c'est le courant idéologique sur lequel s'est reposé Donald Trump dans sa première campagne, qui est adossé dans ses origines à un nationalisme, un suprémacisme blanc en fait. La personne qui forge le terme d'alt-right, c'est Richard Spencer, qui est un néo-nazi, on ne peut pas dire ça autrement. Et c'est ensuite une idéologie qui est reprise par Steve Bannon, mais qui est en quelque sorte tamisée pour la rendre pratique au pouvoir. Et donc l'alt-right arrive au pouvoir par l'intermédiaire de Steve Bannon et est vraiment le courant idéologique sur lequel se fonde le premier mandat. Et elle est guidée par une force et un appui qu'on appelle national-populiste, une rhétorique national-populiste, c'est-à-dire l'idée qu'il existe une élite démocratique qui est corrompue et que le seul moyen de se sortir de cette corruption, c'est de trouver un leader qui représente le peuple saint et qui remette en quelque sorte le pouvoir dans les mains d'un peuple saint. Et je crois que ce qui a changé avec le deuxième mandat, c'est qu'on a eu, alors peut-être pas un échec, parce qu'évidemment le national-populisme n'a pas disparu, c'est quand même la base du trumpisme, mais une montée en puissance des deux autres courants, le courant religieux... Et aussi un recul de l'influence de Steve Bannon lui-même, qui est beaucoup moins présent aujourd'hui. Qui est toujours présent, mais qui a relativement moins d'influence. Et surtout, ça c'est mon hypothèse, que depuis l'assaut du Capitole, c'est quand même beaucoup plus difficile et beaucoup plus coûteux de s'appuyer sur l'alt-right dans le Parti républicain. Et donc et Peter Thiel a été un des artisans, et notamment le mouvement NatCon, dont Mike Handel a parlé, qui dès 2019 essaie de redéfinir le trumpisme, a essayé finalement de propulser ces deux autres courants. Donc le courant religieux post-libéral qui est
principalement fondée sur l'idée qu'en fait il faut réinterpréter la Constitution américaine de manière antilibérale, c'est-à-dire en faisant reculer l'importance des droits individuels pour mettre en avant la communauté et la religion, donc redonner une place à la communauté, au bien commun. C'est le terme de Vermeulen, qui est le principal idéologue, enfin en tout cas l'un des principaux. Professeur à Harvard. Professeur à Harvard, tout à fait installé. De droit. Et donc, voilà, c'est faire jouer en quelque sorte faire jouer une interprétation alternative de la Constitution pour en finir avec la dimension libérale de la démocratie. Et le dernier courant, qui est celui qui me semble le plus fascinant parce que le plus radicalement nouveau, c'est donc la néo-réaction, qui est profondément liée au milieu tech et qui est apparue en fait qui est animée principalement par des blogueurs, qui est né sur Internet à la fin des années 2000, notamment sous la plume de Curtis Yarvin, qui est, on va dire, son théoricien ou son intellectuel le plus connu, et qui, dans un langage qui est très inspiré du libertarianisme, dans un langage qui est très inspiré de la culture californienne, de la culture informatique, donc un langage vraiment d'ingénieur, entend transformer la démocratie qu'il considère comme étant non efficace, en termes de prospérité et de sécurité, en un État-entreprise qui serait dirigé par un PDG. C'est vraiment ça le fond de l'idéologie. Et je crois, et peut-être que je vais finir parce que je suis un peu long, que le grand défi, entre guillemets, du nouveau Trumpisme, c'est d'arriver à faire tenir ensemble ces trois courants qui ne paraissent pas complètement compatibles, dans la mesure où la néo-réaction qui est issue de la Silicon Valley est très futuriste, c'est-à-dire essaie d'accélérer, de déréguler complètement l'innovation technologique. C'est pas très compatible avec une conception du bien commun qui est promue par les post-libéraux, et c'est pas non plus complètement, enfin c'est beaucoup plus des élitistes que la conception nationale-populiste qui est portée par l'alt-right. Donc tous ces courants coexistent, mais toute la difficulté, c'est d'arriver à faire qu'ils ne se déchirent pas, je pense. Et on le voit très bien, il y a des sujets dans lesquels effectivement ces courants sont dans un grand écart. L'intelligence artificielle en est un, le moment Epstein en est un autre. Il y a cette citation qui d'ailleurs circule beaucoup aujourd'hui dans certains milieux à Washington, qui vient de Mestre. La contre-révolution ne sera point une révolution contraire, mais le contraire de la révolution. Mais on le voit bien quand on vous écoute, Maya Kandel, Arnaud Miranda, ce qui se passe aujourd'hui à Washington est du domaine de la transformation radicale. Et en fait, ce n'est pas qu'un spectacle, c'est quelque chose qui en fait a un effet réel. Et c'est peut-être pour ça, et comme ça, qu'on peut commencer à s'interroger sur cet international, sur son jeu, sur le rôle que ça peut jouer à l'échelle internationale, Jean-Yves Dormagin, parce que là, on s'est concentré plutôt du côté, disons, de l'offre politique, et on voit bien qu'il y a une demande politique pour cette radicalité qui est explosée aux États-Unis. Mais quand on se tourne vers l'Europe, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais une des choses qui est très étonnante, c'est que depuis un an, Donald Trump est élu. Chaque jour, vous l'avez souligné, quelque chose de radical change. Et ici, en France, mais fondamentalement en Europe, on n'a pas trop l'impression que cette révolution soit en cours et qu'une transformation radicale soit là. Est-ce que c'est parce que c'est le calme avant la tempête et donc c'est simplement une question d'une demande qui n'a pas encore trouvé l'offre, ou est-ce que c'est du côté de la demande en fait que quelque chose de très différent se trouve entre le vieux continent et un vieux pays, la France, et les États-Unis? Oui, Gilles, je pense que c'est une impression. C'est-à-dire que je pense que cette poussée conservatrice, je me méfie un peu des mots, révolution, c'est un peu paradoxal, hein, révolution conservatrice, il y a quelque chose d'un oxymore là-dedans, mais cette poussée conservatrice, elle travaille nos sociétés. Réactionnaire, on peut aussi la catégorie d'Arnaud Miranda. Oui, et en même temps, comme le dit Arnaud Miranda, il y a des techno-libertariens. Est-ce que les techno-libertariens sont des réactionnaires? Enfin bon, on pourrait en discuter, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de réactionnaire chez eux, il y a quelque chose, vous l'avez dit vous-même, de futuriste. C'est l'accélération réactionnaire, c'est une des hypothèses qu'on avait... Et d'ailleurs, c'est toute la difficulté d'ailleurs pour leurs adversaires à les combattre. C'est toujours très compliqué de combattre des mouvements qui sont nouveaux, qui utilisent de nouvelles manières de faire, et qui subvertissent les règles traditionnelles. Il y a aussi quelque chose de subversif là-dedans. Le trumpisme, il y a quelque chose de subversif. Le milléisme, il
il y a quelque chose d'éminemment subversif. Alors c'est un peu moins vrai en France. C'est vrai, on n'a pas de personnages, enfin on a des personnages qui sont très conservateurs, on a des ultra-identitaires, on a Éric Zemmour par exemple, évidemment, qu'on connaît tous ici, beaucoup de blogueurs aussi qui défendent des idées très proches d'ailleurs. C'est d'ailleurs un autre aspect, j'essaie de pas trop digresser, mais c'est d'ailleurs un autre aspect. Circulation transatlantique. Ça circule très très vite. Et aujourd'hui, la politique est vraiment mondialisée. Il n'y a pas que les échanges qui sont mondialisés, la politique est mondialisée, mais il suffit de penser à l'élection du maire de New York il y a quelques jours. C'est une élection mondiale. C'est le maire de New York. Non, mais là revenons sur le... Oui, non, mais si, oui, mais c'est lié. Parce que c'est ça, la dimension internationale de ce dont on parle. Oui, mais la question, c'est plutôt pourquoi cette dimension n'est pas... Vous voyez, la question qui se pose, c'est... On voit bien que les idées circulent, mais on voit bien aussi que face à cette proposition d'une transformation radicale, d'une exécution de transformation radicale, les mouvements les plus proches en Europe de Donald Trump, qui sont aujourd'hui au gouvernement, ne semblent pas prendre le pas ou ne semblent pas suivre l'hypothèse de la transformation radicale. Il y a plusieurs gouvernements en Europe dans lesquels l'extrême droite est au pouvoir. Il y en a très peu qui semblent aujourd'hui essayer de mettre en place, avec la même vigueur, avec la même ténacité, avec la même énergie, un programme de transformation radicale des institutions. Oui, alors, dans les grands pays européens, aujourd'hui, en particulier d'Europe de l'Ouest, l'extrême droite, à part l'Italie, l'extrême droite n'est pas au pouvoir. L'AfD n'est pas au pouvoir en Allemagne, le Rassemblement national et Reconquête ne sont pas au pouvoir en France. Si on sort, Vox est loin d'accéder au pouvoir en Espagne pour l'instant, et si on sort même de l'Union européenne, Reform UK qui est très fort aujourd'hui, qui pourrait gagner les élections en Grande-Bretagne, pour l'instant n'est pas au pouvoir en Grande-Bretagne. On parle d'international réactionnaire, on verra ce qui se passe si jamais ce scénario advient et si jamais demain on a un gouvernement du Rassemblement national en France, un gouvernement Reform UK en Grande-Bretagne ou des coalitions avec l'AfD au pouvoir en Allemagne, je ne sais pas, on verra, mais si ça a lieu. Mais je voulais revenir au fait qu'il ne se passe pas grand-chose. Aujourd'hui, ce qui est très important, je crois, à comprendre, c'est que nos sociétés sont traversées par des dynamiques. Quand je dis nos sociétés, ce sont les sociétés européennes, la société nord-américaine, probablement les sociétés latino-américaines. J'ai fait récemment un sondage sur l'Argentine juste après la victoire électorale de Javier Milei, sont traversées par les mêmes dynamiques et structurées par les mêmes clivages. Et ça, c'est absolument essentiel à comprendre. Les clivages sont les mêmes. Aujourd'hui, le clivage dominant, le clivage qui l'emporte dans toutes les sociétés dont on parle, c'est un clivage sur les valeurs et un clivage sur les identités, les deux étant très fortement liés, autour des questions de transformation des populations, autour des questions de migration, mais aussi autour de la transformation des populations, du multiculturalisme, de la diversité raciale, culturelle, religieuse. Ça traverse la société américaine de manière obsessionnelle. Enfin, la campagne de Trump, c'est d'abord une campagne, c'est le mur quand même. Le symbole du Trumpisme, c'est de construire un mur. Alors, c'est d'avoir tapé sur les migrants pendant toute la campagne électorale. Il en a fait vraiment un point cardinal. Donc, ces transformations de la société sont aussi les transformations dans les rapports de genre qu'on a évoqué en début qui a été évoqué en début de cette conférence par les premiers intervenants. Mais il y a ces enjeux autour du genre. Le Trumpisme est un virilisme et toutes ces droites radicales sont masculinistes, et joue sur ces dimensions-là avec la mise en avant d'enjeux tels que les changements, les transitions de genre, etc., qui sont obsessionnels chez eux, etc. Et puis aussi, donc effectivement, là, on est vraiment sur quelque chose de réactionnaire, c'est-à-dire d'un refus des évolutions et des transformations de la société, autour d'un narratif global qui est un narratif décliniste, et en gros, c'était mieux avant, qui permet de fédérer ensemble, d'ailleurs, vous avez évoqué la diversité des électorats assez différents. Des électorats populaires, des électorats plus ouvriers, plus ruraux, etc., qui disent « c'était mieux avant », et des électorats plus aisés, plus bourgeois, plus conservateurs, qui eux aussi pensent que c'était mieux avant. Donc tout le monde est fédéré par ce narratif décliniste, et puis c'est aussi associé à un rejet des politiques écologiques. Et ça, ce sont vraiment les grands piliers, le rejet de l'écologie, le rejet des migrants, le rejet de la diversité. Sur ça, d'ailleurs, je me permets de couper un instant, c'était la base du discours de Donald Trump aux Nations Unies, quand il commence à nouveau à relire le discours
parce qu'il improvise, parce que le téléprompt ne marche pas. Donc il fait un stand-up, parce que c'est quand même un génie de scène. Et donc il commence à improviser. À un moment, le téléprompt remarche. Donc il lit un discours, et le discours est entièrement fondé sur ces deux choses. La lutte contre le changement climatique et l'absence de lutte contre le changement démographique vont détruire l'Occident. Donc là, on retrouve aux Nations Unies, donc dans un endroit dans lequel on parle au reste des peuples du monde, au reste des États, au reste des chefs d'État, on retrouve cette matrice-là. Et donc vous pensez que c'est par cette matrice-là qu'on peut internationaliser le trumpisme? Mais il s'internationalise presque naturellement. Il s'internationalise presque naturellement parce qu'il y a cette demande. Donc les sociétés sont fracturées autour de ces enjeux, et quand vous suivez la campagne américaine, vous n'êtes pas dépaysé. C'est-à-dire, vous voyez bien que les thèmes, quand vous écoutez, si vous écoutez les médias conservateurs américains, vous n'êtes absolument pas dépaysé. C'est un peu plus radical, c'est parfois un peu plus violent, mais les thématiques sont les mêmes. Les thématiques tournent autour des questions sociétales, le rejet du wokisme, c'est-à-dire en gros le rejet du progressisme, surtout les migrants. Il y a une obsession sur les migrants en permanence. Et face à ça, effectivement, un discours de restauration d'un État antérieur, c'est là que c'est effectivement réactionnaire, d'un État antérieur où, en gros, on était dans une société blanche, chrétienne, verticale, dominée par les hommes. Il y a ça en arrière-plan de toute cette idéologie qu'on retrouve dans tous ces mouvements et dans tous ces pays. Mais, et j'en termine là, quand vous dites, et je reviens à votre question initiale sur il ne se passe pas grand-chose, il ne se passe pas grand-chose de spectaculaire, mais ces clivages traversent la société. Et surtout, ces clivages ont tendance à s'accentuer. C'est ce qu'on appelle la polarisation. Il y a une réelle polarisation en jeu aujourd'hui sur ces questions, qui est en partie, on le sait, alimentée par certains médias, par les réseaux sociaux, par tout un tas d'intellectuels, d'idéologues organiques, qui eux-mêmes contribuent à la diffusion de cette mise en catégorie de la société. Et cette polarisation, elle est bien réelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les conservateurs, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Espagne, au Royaume-Uni ou aux États-Unis, les conservateurs sont un peu plus conservateurs qu'avant. Et je pense que si on regarde l'évolution du parti républicain américain, en gros, il y a eu une droitisation, il y a une radicalisation du parti républicain américain. C'est-à-dire que vous avez un parti qui, sous certains aspects, pourrait être qualifié de crypto-fasciste, d'une certaine manière, mais qui est le même, en fait, c'est le même, nominalement, c'est le même parti, il s'est transformé. Vous avez soit l'émergence de nouvelles forces politiques, comme en France le RN, etc., qui surfent sur ces évolutions, qui sont des évolutions de très longue durée. C'est pas quelque chose de ça, s'est fait sur 2, 3, 4 décennies. Et aux États-Unis aussi, d'ailleurs. La polarisation, elle est très ancienne. Elle a 30 ans déjà, la polarisation des États-Unis. Mais vous avez cette dynamique de polarisation qui, pour l'instant, est encore à l'œuvre et qui permet la constitution de ce que vous avez appelé une internationale réactionnaire, c'est-à-dire tout un tas de partis et d'acteurs qui se reconnaissent parce qu'ils sont positionnés sur les mêmes clivages et parce qu'en plus, un certain nombre d'entre eux, et ça, effectivement, c'est assez nouveau, on assume, revendique de mener un combat culturel. C'est-à-dire revendique de mener ce combat culturel sur ces clivages et de se soutenir les uns les autres. Enfin, on a tous été, à l'époque, quelles sont les survies? J.D. Vance à Munich, en pleine élection allemande, venant et soutenant un parti minoritaire, limite marginal d'extrême droite, le vice-président des États-Unis. Devant le chancelier probable. Devant le probable chancelier très proche des États-Unis à l'époque, très pro-Alliance Atlantique, qui lui-même s'effondre en entendant ça, parce que je pense que dans ses pires cauchemars, il n'a jamais pu imaginer voir le vice-président des États-Unis soutenir un parti minoritaire d'extrême droite en Allemagne contre lui, ami traditionnel et historique des États-Unis d'Amérique. Donc là, on voit l'ampleur de la transformation et à quel point ces acteurs mènent un combat culturel conscient en s'appuyant et en entretenant cette polarisation de la société. Yakandel, je vous demanderais de réagir au fond à ce constat qui vient effectivement plutôt de l'étude là aussi de la demande politique. Donc effectivement, c'est ce grand clivage autour de la migration et autour de la transformation écologique de la société, de l'économie et des modes de vie. Est-ce que c'est par là, vous pensez, que s'opère aussi l'internationalisation du trumpisme, ou est-ce qu'il y a d'autres courroies de transmission, et si c'est le cas, lesquels? Oui, bon, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jean-Yves Dormagin. C'est évidemment cette idée des guerres culturelles et qui est primordiale et qui unit tous ces courants, et cette idée que Trump, Vance, Bannon ont exprimée,
enfin peut-être pas Trump, mais en tout cas Vance et Bannon, que les guerres culturelles sont la nouvelle lutte des classes. Donc c'est vraiment c'est quelque chose qu'ils ont théorisé, qu'ils ont même théorisé comme une théorie de la victoire électorale, une manière de gagner les élections. Donc il y a ce point-là qui est important. Ensuite, évidemment, la transformation, encore une fois, de l'écosystème médiatique avec les réseaux sociaux, Internet, l'IA maintenant, ça fait beaucoup pour ces circulations qu'on voit dans l'espace transatlantique notamment, mais on pourrait élargir transatlantique à inclure l'Amérique latine et même l'espace occidental au-delà. Moi, ce que j'ai étudié plus particulièrement m'a montré aussi que, j'évoquais tout à l'heure le rôle de la Hongrie dans cette circulation des idées. C'est quand même important parce que ça montre aussi que quand on a des institutions et beaucoup d'argent, ça permet quand même d'aller plus vite. Donc, un point, donc Orban, Orban, il a des liens avec les milieux conservateurs. Alors, quand je dis conservateurs, je les cite. Évidemment, ils sont peut-être plus révolutionnaires ou néo-réactionnaires que conservateurs. Mais enfin, ils s'appellent encore comme ça. Orban a des liens anciens. Il avait recruté en 2010, même un peu avant, des conseillers politiques américains. Il a maintenu des stratégistes de campagne, en quelque sorte. Il a toujours maintenu les liens. Et quand le mouvement NatCon se structure, s'organise, en visant vraiment à remplacer, il s'appelle NatCon parce qu'ils veulent remplacer les néocons, c'est-à-dire les néoconservateurs. Bon. Donc quand ce mouvement se structure, dès la première conférence, dès l'institutionnalisation, on a d'une part, dans les membres fondateurs, le Danube Institute, qui est un des instruments d'influence de Orban, et puis plus largement, les milieux conservateurs britanniques, américains sont mêlés, sont liés vraiment depuis longtemps. Il y a un personnage qui est un personnage de l'écosystème idéologique hongrois, qui est John O'Sullivan, par exemple. Je prends son exemple parce qu'il est intéressant. C'est quelqu'un qui a été conseiller de Margaret Thatcher, qui ensuite a été un des premiers directeurs de recherche de la Fondation Heritage, qui ensuite est allé à l'American Enterprise, qui était l'antre des néoconservateurs à l'époque, dans les années 80, et qui maintenant est une figure est présent à toutes les conférences des NatCons, et est directeur, maintenant j'ai un trou, d'une des institutions d'Orban en Hongrie. Et Orban donc, est présent dès la première, via ses institutions, est présent dès la première conférence, mais surtout en fait à partir de 2020 et surtout 2021 en fait, le gouvernement de Viktor Orban se voit en disgrâce à Washington avec le retour de Biden et va augmenter les financements pour dire en versant une partie des bénéfices de sa grande société pétrolière qui d'ailleurs exploite du pétrole russe toujours. Le MCC, donc un de ces outils de diplomatie, d'influence, qui organise des conférences, qui met en relation tous ces gens, les gens ensuite mis en relation sont liés sur les réseaux sociaux, communiquent entre eux, etc., a un budget à partir de 2021 de 1,5 milliard d'euros. Bon, quand on connaît les budgets qu'on peut avoir en France, voilà, mais même pour les Américains, c'est énorme. Et en fait, ils vont commencer à attirer des chercheurs, des idéologues ou des intellectuels ou des influenceurs, parfois il n'y a pas d'autre mot, venus des États-Unis, proches soit de J.D. Vance, soit de l'Institut Clermont. Il y a beaucoup de ces influenceurs qui font un détour par Budapest. Ils invitent Tucker Carlson, donc Tucker Carlson qui avait, jusqu'à ce qu'il se fasse virer, l'émission la plus regardée, le talk show le plus regardé des États-Unis sur Fox News. Orban crée ensuite une antenne à Bruxelles, du MCC toujours, pareil avec des fonds extrêmement importants. Là aussi, c'est des gens, ils vont organiser des événements, ils vont diffuser des éléments de langage, ils vont mettre en relation des gens ou attaquer, par exemple, sur des questions écologiques, attaquer les autres groupes, etc. Et
où par exemple l'Institut Clermont invite Sarah Knafo à une de ses sessions de formation. Elle revient, la première chose qu'elle fait, c'est un clip parfait pour TikTok, Instagram, etc., sur la liberté d'expression, en français mais surtout en anglais, pour que ce soit vite diffusé. Et donc il y a une espèce cet écosystème médiatique est crucial pour comprendre tout ça. Et le retour de Trump à la Maison-Blanche, en termes de soft power, on a l'habitude d'associer ça à quelque chose qu'on trouve positif, mais en fait c'est un pouvoir d'influence. Ça marche aussi quand c'est quelque chose qui nous plaît moins. Ça donne un essor évidemment à tous ces mouvements, à tous ces groupes et à tous ces partis dans différents pays. Notamment en Europe. Et moi, je vois vous évoquiez tout à l'heure la mort de Charlie Kirk. Moi, je vois ça, la manière dont, soyons très clairs, la plupart des gens ignoraient tout de l'existence de Charlie Kirk, même, je pense, dans les extrêmes droites européennes. Et donc, ils vont s'approprier un outil mobilisateur, un martyr éventuellement, surtout une manière d'attaquer la gauche, puisqu'ils reprennent aussi immédiatement, et jusqu'au Parlement européen, ils reprennent les éléments de langage de Stephen Miller ou de Trump, c'est la gauche. Stephen Miller, précisons. Stephen Miller, qui est, moi, je pense, le conseiller le plus influent sur Trump, qui est quelqu'un qui est présent depuis la première campagne, début 2016. Il a rejoint Trump et il est le conseiller, il n'y a pas d'équivalent de ça, mais bon, le principal conseiller à la Maison-Blanche et l'inspirateur de beaucoup des décrets. Une espèce de secrétaire adjoint de l'Élysée. Voilà, exactement. Pour Donald Trump, et il est notamment très impliqué sur la question de la migration. Sur les migrations, lui, c'est vraiment celui qui a pensé la déportation, les termes même. Bon, on devrait. C'est le terme qui est utilisé dans la plateforme. La déportation de masse. Déportation de masse. C'était voilà. un des de la campagne. Et il était venu d'ailleurs à l'été 2024 à la conférence des nations conservateurs faire un discours et était extrêmement applaudi pour dérouler tout ça. C'est aussi un de ceux qui a imaginé et trouvé des arguments légaux qui sont défendus en ce moment pour le déploiement de la garde nationale. Et notamment déployer la garde nationale d'un État républicain dans des villes démocrates d'un autre État, ce qui est d'ailleurs, je boucle avec la première question, mais ce qui à mon avis est peut-être une des évolutions les plus préoccupantes. Donc quelque chose vous a étonné quand même. Ça m'a pas étonné, mais je trouve ça dangereux. Je trouve ça vraiment dangereux. Oui, s'il y a un truc qui m'a étonné, j'avoue. Cette question, effectivement, nous permet d'avancer parce que on voit bien qu'il y a des réseaux, on voit bien qu'il y a des financements, il y a des personnes très puissantes, il y a des choses, il y a une configuration qui se met en place. Et on voit aussi que depuis que Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche, le rôle des différents acteurs par rapport à la Maison-Blanche est un rôle de soumission, de vassalisation, ce n'est pas tant une internationale dans laquelle chacun se reconnaît que plutôt un espace dans lequel il y a une hiérarchie très claire. Donc, ça aussi, ça participe à cette idée monarchique impériale qui était très présente dans certains de ces blogueurs. Est-ce que peut-être sur ce point-là, Arnaud Miranda, vous pouvez nous aider? Parce que c'est quelque chose de très déroutant quand on connaît l'histoire politique des États-Unis, l'émergence de cet imaginaire purement monarchique avec une dynamique si clairement assumée impériale. Rappelons qu'un des grands discours de politique étrangère de George W. Bush dit « les États-Unis ne seront jamais un empire ». Et nous avons fait le choix de ne jamais le devenir. On voit bien qu'il y a eu, là aussi, sur ce point-là, une énorme évolution qui peut être comprise par ces idéologues. Oui, absolument. Je pense que cette dimension, ce passage à une dimension impériale est très, très importante et cruciale pour comprendre cette internationale réactionnaire qui, en effet, est plus une sorte d'entreprise de diffusion idéologique de la part des États-Unis, à mon avis, en particulier en Europe. Mais aussi en Argentine, hein, puisque là, juste une micro-digression, mais finalement, il y a une sorte de pression à l'élection de Milei qui est une sorte de chantage à l'international réactionnaire. C'est-à-dire que finalement, les Argentins avaient presque une menace d'être lâchés par les États-Unis s'ils ne votaient pas bien. Donc, ça dépasse l'Europe. Il y avait deux promesses. Une, c'était effectivement le fait de pouvoir des investissements massifs d'OpenAI, donc ChatGPT, en gros, Sam Altman, c'est le plus grand investissement de l'histoire argentine venant de l'extérieur, et de l'autre côté, une aide très forte
presque de l'achat de pesos à $1, mené à la hauteur de 20 milliards par Scott Bessent, donc le ministre de l'économie, le secrétaire du Trésor. Et dans les deux cas de figure, Donald Trump a dit si Milei reste président, nous restons. Si Milei part, nous partons. Donc en mettant très clairement en place celle qu'on pourrait définir une espèce de vassalisation, certes plutôt heureuse, mais quand même une vassalisation. Oui, absolument. Et finalement, on retrouve ce chantage de manière pas aussi claire, mais aussi en Europe. Et notamment, je trouve que la manière dont ça s'est le plus clairement matérialisé, c'est vis-à-vis de la Russie. Peut-être que la meilleure manière de le présenter, c'est de partir d'un texte de Curtis Yarvin dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est donc l'un de ces idéologues de la frange néo-réactionnaire, donc issu de la tech, c'est cet ingénieur informatique qui s'est reconverti en idéologue politique et qui en 2022, donc avant le début de l'invasion, je pense que c'est quelques semaines avant le début de l'invasion russe en Ukraine, écrit un texte sur ce que devrait être la politique idéale des États-Unis en Europe si jamais, vis-à-vis de la Russie, et si jamais la Russie devait devenir plus agressive à l'égard du continent. Et ce qu'il décrit, il envisage différents, c'est une habitude chez lui, il envisage différentes perspectives, c'est-à-dire quelle serait la meilleure position des Européens, quelle serait la meilleure position de Poutine, quelle serait la meilleure position de Trump, et en l'occurrence, d'un Trump idéal, puisqu'évidemment Trump n'était pas au pouvoir au moment où il écrit, mais il dit la meilleure position, qui serait la position d'un Trump idéal, ce serait de se désinvestir complètement de l'Europe, pour laisser l'Europe à la merci de la Russie, pour forcer les pays d'Europe occidentale à une transition vers la réaction. Donc pour lui, la Russie et la menace russe sont un moyen de faire pression sur les démocraties occidentales pour basculer faire basculer l'électorat vers des positions beaucoup plus réactionnaires. Et finalement, moi je l'ai lu évidemment par ce biais-là parce que c'est ce que je lis avant tout. Mais quand j'ai vu le discours, quand j'ai écouté le discours de Vance dont on a parlé tout à l'heure à Munich, où il dit finalement que la plus grande menace, c'est même pas finalement, il le dit clairement, la plus grande menace pour les Européens, ce n'est pas la Russie, c'est un discours sur la sécurité européenne, hein, c'est pas un discours anodin non plus. Il dit le plus grand danger, ce n'est pas la Russie, c'est en gros la décadence occidentale et les valeurs libérales. C'est l'Union européenne. Et l'Union européenne et ses commissaires. Le commissaire. Donc, jeu de mots sur le commissaire soviétique. soviétique. Et moi, j'ai eu l'impression de voir derrière ça, alors pas forcément l'influence de Yarvin, il ne faut pas y voir forcément la mainmise d'un idéologue, mais cette même idée que le meilleur moyen finalement de vassaliser ou de transformer d'abord idéologiquement et peut-être politiquement le continent, c'est pas forcément de faire ce que Steve Bannon avait fait dans un premier temps avec son movement, c'était son organisation qui avait vocation à diffuser les idées réactionnaires, notamment en Europe. C'est peut-être pas tellement d'être proactif dans la diffusion des idées, mais de faire des chantages géopolitiques ou politiques à l'égard des nations à transformer. Donc ça, je trouve que c'est marquant, à la fois en Argentine et alors de manière moins nette, mais aussi en Europe. Et donc c'est là, Jalil Dormagin, qu'on revient à la demande, parce que cette opération, cette espèce de tenaille, cet étau impérial dans lequel se retrouve l'Europe, cette tentative de vassalisation de la part des États-Unis avec une invasion très évidente de la part de la Russie de Poutine, en fait, en réalité, est en train de travailler l'opinion publique européenne. Et là aussi, on retrouve, c'est une série de sondages que nous avons construits ensemble avec Cluster 17 et le continent. On trouve en fait, et donc là, c'est aussi assez beau quelque part, parce que Jalil Dormagin, vous allez avoir le droit d'ouvrir une parenthèse de bonheur et d'optimisme. On trouve quelque chose, effectivement, qui est du domaine de l'énergie non exploitée. On voit bien que l'élection de Donald Trump a déclenché quelque chose qui, pour le moment, est dans le côté de la demande très évident, du côté de l'offre presque inexistant. Est-ce que vous pourrez peut-être nous aider à le caractériser et à le comprendre ? Alors Gilles, je vais essayer de vous répondre, si j'ai bien compris la perche que vous me tendez pour ouvrir quelque chose d'un peu plus optimiste dans des propos et des échanges qui sont forcément, j'imagine, un peu inquiétants pour nous-mêmes et pour tout le monde. C'est que le rapport à Trump, je pense que c'est ça auquel vous pensez, le rapport à Trump est un peu compliqué et ambivalent en réalité à gérer pour les droites conservatrices, identitaires européennes. C'est à ça que vous pensez, parce que et c'est d'ailleurs en ça qu'on pourrait discuter le terme même d'international réactionnaire.
c'est qu'il y a quand même évidemment derrière tout ça des intérêts nationaux qui sont très forts, et surtout, et ça c'est quand même essentiel aussi, un immense mépris pour l'Europe de la part du mouvement MAGA et de la part de Trump lui-même. Ce sont des gens qui méprisent profondément l'Union européenne, comme la méprisent, je parle sous contrôle, mais les cercles conservateurs, néoconservateurs, post-conservateurs, ultra-conservateurs, techno-conservateurs américains, avec l'idée du vieux continent décadent, en train de subir sans capacité de réaction, etc. Et le traitement, on a fait une étude ensemble là-dessus, le traitement que Trump inflige à l'Europe depuis son élection est particulièrement humiliant. L'optimisme arrive bientôt, c'est ça que je veux dire. Non, est particulièrement humiliant. Alors pourquoi c'est intéressant ? Pourquoi c'est intéressant ? Évidemment, c'est parce que ça met en tension, y compris les électorats et les individus qui sont les plus disposés à apprécier des choses dans le Trumpisme, ça les met quand même en tension, parce que en tant que conservateurs, évidemment que le Trumpisme leur parle un peu et que l'homme fort américain suscite une forme d'admiration, de séduction, etc. Mais quand même, c'est aussi le même Trump qui humilie l'Europe, qui l'insulte en permanence et qui lui impose des tarifs douaniers. On a fait une étude là-dessus ensemble, des tarifs douaniers qui ont été vécus par ceux qui ont suivi cet épisode et par les opinions publiques européennes comme un moment assez humiliant dans la relation atlantique, y compris les sorties de Trump aussi sur l'OTAN, des propos d'une violence absolue quand même, en disant qu'il soutiendrait, même ceux, si les Européens ne payaient pas plus, il soutiendrait ceux qui les attaqueraient, et il les encouragerait. En gros, à leur tirer dessus. Enfin, je simplifie un peu, mais c'était quand même ça, en gros, la substance du propos. Donc là, il y a quelque chose qui est compliqué dans cette internationale réactionnaire dont on parle, quelque chose qui est compliqué, c'est-à-dire que, et on le voit bien d'ailleurs dans l'attitude très prudente de Marine Le Pen. Marine Le Pen a une caractéristique, c'est que quand elle est mal à l'aise, elle évite les sujets, elle en parle, mais elle est particulièrement prudente. Elle a toujours été très prudente, elle est très prudente, et on voit bien que son rapport à Trump est marqué par une très grande prudence. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette tension, finalement, entre la similitude, l'homologie des combats et la similitude, en gros, idéologique réelle, évidemment avec des grandes différences liées au contexte, au pays, etc., mais il y a quelque chose de commun, et en même temps, cette situation compliquée qui fait que le Trumpisme, en tant que patriotisme américain, en tant que America First, America d'abord, etc., se fait en partie contre l'Europe. Et donc là, il y a quelque chose qui est compliqué à gérer, et donc peut-être effectivement une contradiction pour ceux qui s'opposent à ces mouvements-là, à exploiter, parce que l'assimilation de ces droites identitaires au Trumpisme peut aussi se retourner contre elles, et peut aussi les faire apparaître à un moment comme le parti de l'étranger, c'est-à-dire comme ceux qui défendent des intérêts qui sont contraires, au fond, aux intérêts de l'Union européenne et des Européens. Donc là, effectivement, il y a une contradiction intéressante qu'on repère dans les études, où on voit que les électeurs de ces mouvements sont en partie divisés sur Trump et en partie traversés par ces contradictions. Donc effectivement, c'est intéressant. Et dans ces études, on voit aussi effectivement qu'il y a une demande assez structurée, peut-être le mot résistance est un peu exagéré, mais en tout cas de rapport de force à engager avec les États-Unis. De fait, c'est assez surprenant de voir comment, de la part des élites européennes, Maya Kandel, jusqu'à présent, il n'y ait pas eu, non pas tant l'envie de jouer le rapport de force, mais même simplement le fait de poser le diagnostic sur ce qui se passe à Washington. Il n'y a pas eu de grand discours de la part de... il y a eu un discours du président de la République italienne, Sergio Mattarella, une prise de parole de Merz très, très précoce, mais il n'y a pas eu de grands discours, de grands moments dans lesquels, au niveau politique le plus élevé, on dit ce qui se passe aux États-Unis, enfin, on pose le diagnostic qu'on fait, que je pense que tout le monde fait tous les jours en ouvrant la télévision, en regardant son fil sur les réseaux sociaux. Ce qui se passe, effectivement, est une tentative de changement de régime, et on commence par la nommer. Comment vous expliquez cette espèce d'incapacité à poser le diagnostic et à faire face ? J'ai l'impression quand même que la France, au niveau européen, la manière dont l'accord a été négocié cet été, il y a eu beaucoup de critiques sur la méthode von der Leyen, sur la manière dont ça a été fait justement en écoutant les États membres, mais sans grande transparence, ce qui n'est pas nouveau pour cette commission, mais qui commence à être de plus en plus contesté, moins apprécié. Et du côté de la France,
Si on regarde par exemple juste le domaine de l'information, au contraire, je crois que les institutions, le Quai d'Orsay par exemple, a créé un fil de réponse sur X pour contester pour répondre justement à des fausses informations qui circuleraient. Et en fait, jusqu'ici, c'est beaucoup contre des choses qui viennent des États-Unis. Donc je pense qu'il y a une conscience en France, il y a un problème peut-être au niveau européen qui est lié, pour le dire vite, à la dépendance stratégique qu'on a encore vis-à-vis, ou qu'ont en tout cas un certain nombre de pays vis-à-vis des États-Unis, et puis surtout à la guerre en Ukraine, où il y a encore de l'espoir en Europe. C'est à cause des multiples revirements de Trump, mais quand il dit peut-être qu'il va livrer des Tomahawks, les Européens vont ravaler leur couleuvre pour espérer que ce soit le cas. Si je peux juste rebondir sur un des éléments tout à l'heure par rapport à ce que vous disiez sur cette internationale réactionnaire, et c'est vrai qu'il y a évidemment une internationale de nationalistes, il y a évidemment un paradoxe dans les termes, mais je crois qu'il y a une chose qui les unit, même si tous ces partis d'extrême droite nationalistes veulent avant tout défendre les intérêts nationaux, c'est quand même a priori ça devrait quand même être leur raison d'être. Il y a cet accord avec, et qu'on retrouve dans beaucoup d'éléments de langage, et à mon avis qui peut avoir une base électorale, qui est la défense de l'Occident judéo-chrétien, je les cite. Ça, c'est vraiment un élément qu'on retrouve dans tous ces partis, qui englobe une grande partie de ce camp des guerres culturelles, et qui fonctionne. Et qui permet d'allier ça avec le fait de dire, bon, en même temps, effectivement, Trump est un nationaliste, America First, nous c'est France First, Espagne First, etc. Mais on est tous quand même dans la défense de cet Occident judéo-chrétien, et donc c'est là où ils se retrouvent leur point d'accord principal. Évidemment, c'est la lutte contre l'immigration, la fermeture des frontières, ça c'est clair, c'est ce qui les unit tous. Mais aussi, et là, moi, je mets ça plus dans une stratégie électorale, mais ce qu'a dit Vance à Munich, ce qui est plus grave, c'est les ennemis de l'intérieur, qui est quelque chose que Trump disait pendant toute sa campagne, jusqu'à la veille de la campagne, en octobre 2024. Il disait, c'est pas la Chine, la Russie qui me préoccupe, le danger, c'est l'ennemi intérieur c'est les démocrates. Ça veut pas dire qu'ils en sont convaincus, c'est purement de la stratégie électorale. Mais ça marche, parce que c'est couplé à un assassinat d'un homme jeune avec une femme jeune et blonde et des beaux enfants, en disant voilà, c'est un martyr tué par la gauche, etc. Bon, c'est des choses qui marchent bien, surtout quand on voit que la source d'information pour une part croissante de la population, c'est des vidéos de 10 secondes sur TikTok. Et c'est pas un hasard si les partis qui ont particulièrement investi dans un réseau social comme TikTok sont toujours ces mêmes partis, le RN en France, d'autres partis d'extrême droite ailleurs. Et ça, je pense que c'est un facteur très important. Oui, mais est-ce que tous ces partis, justement, c'est un peu la question que j'avais posée tout à l'heure aussi à Gilles Dormagin, si on prend le cas de l'Italie, qui a été incluse à la dernière minute par Jean-Yves Dormagin dans les grands pays européens où effectivement la droite de la droite aujourd'hui se trouve au gouvernement. Giorgia Meloni est devenue une figure très très reconnue dans cette espèce d'énorme espace où effectivement l'Occident judéo-chrétien devient la référence essentielle par un discours qui a été popularisé parce qu'il est devenu un mème, une chanson, où elle disait « Je suis Georgia, je suis une femme, je suis chrétienne. Je suis une mère, je suis femme, je suis chrétienne. » Et on voit bien la matrice, c'est Orban, l'Europe blanche et chrétienne, on voit bien comment cette idée-là est une idée qui l'a propulsée à une popularité, à devenir une espèce d'égérie, en fait, ce qu'on pourrait dire. Maintenant, on regarde la politique qui est menée par le gouvernement Meloni, qui sera sans doute, avec Berlusconi, le gouvernement le plus long de l'histoire de la République italienne. Et donc, il va sans doute arriver à faire 4 ans ou 5 ans de gouvernement. Donc, dans cette période-là, en termes d'entrée en Italie, on compte 1 million de migrants qui, pour la plupart, viennent de pays du Maghreb ou du Moyen-Orient. Donc, on parle quand même d'un gouvernement qui fait rentrer 1 million de personnes. Et
c'est plus compliqué, effectivement, d'essayer de résoudre l'équation, parce qu'on voit bien qu'il y a la guerre culturelle qui est menée d'un point de vue rhétorique, mais d'un point de vue politique réel, on voit qu'en fait, c'est une politique presque divergente par rapport à cette idée-là. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, et je reviens sur cette question-là, est-ce qu'il n'y a pas en Europe quelque chose qui fait que la structuration de la demande est différente par rapport aux États-Unis? Est-ce qu'il n'y a pas effectivement un pragmatisme conservateur, au fond un refus vis-à-vis d'un changement radical qui impliquerait de ne pas faire entrer des migrants, donc d'assumer le fait d'avoir une énorme perte économique, parce que c'est ce qui permet à l'Italie d'être la deuxième industrie en Europe, au fond, cette masse de travailleurs qui arrivent. Ça, c'est la question du choc du réel par rapport à ce que nous vend le pouvoir narratif, le récit, que ce soit de... Bon, l'Italie, je connais moins, mais Trump, par exemple, il n'a pas déporté 15 millions de personnes, les prix n'ont pas baissé, et là, il y a eu des élections partielles, et on a vu quand même un choc du réel, c'est-à-dire que les gens, même si Trump a dit en interview 2 jours avant... à une présentatrice qui l'interrogeait et qui lui disait mais les prix à la pompe sont pas au niveau que vous avez dit, les denrées de base continuent d'augmenter et les gens disent qu'ils ont du mal et Trump a dit ils ont tort. Bon, mais n'empêche que quand ils sont allés voter, les gens ils savaient combien ils avaient payé pour les œufs, etc. Et donc, notamment les électeurs, les nouveaux électeurs qu'il avait gagnés, ceux qui ont fait sa victoire en 2024, eh ben, ils sont repassés côté démocrate ou alors ils ne sont pas allés voter. Il ne faut pas surinterpréter ces élections qui étaient des élections partielles. Il n'y avait pas que New York, il y en avait d'autres. Hein, je ne parle pas que de Mamdani. Mais donc voilà, et c'est aussi ce qui explique pourquoi est-ce que ce gouvernement Trump, par exemple, est celui qui ils ont dépensé 500 millions de dollars, notamment le département qui s'occupe de l'immigration et d'arrêter les gens. Ils ont dépensé plus de 500 millions de dollars en publicité YouTube pour mettre en scène, avec des vidéos, avec de la musique, c'est glaçant, la manière dont ils arrêtent les gens et qu'ils les mettent dans des camps et voire qu'ils les envoient au Salvador ou autre, où ils reprennent des pubs faites par les Salvadoriens qui sont aussi dans cette... international réactionnaire, mais voilà, il y a une volonté en fait d'écraser le réel par de la vidéo, les déploiements de garde nationale. Pourquoi Washington? Parce que comme ça, on peut faire des films, pareil, qui passent bien en petites vidéos, parce que les bâtiments. Mais la garde nationale à Washington, elle est que devant les bâtiments reconnaissables de Washington. Elle n'est pas dans les quartiers compliqués, parce que là, on ne pourrait pas savoir si c'était vraiment Washington. Alors, il faut montrer du symbole. Voilà, je ne réponds pas vraiment à votre question, mais je pense qu'il y a quand même une tentative justement de dire de toute façon il y a trop d'infos. Les gens, il y a cette crise de défiance, de l'expertise, des médias, de tout, donc les gens ne savent plus qui croire. Ils n'ont pas le temps de toute façon, ils ont suffisamment de difficultés du quotidien, ils ne vont pas en plus aller croiser les sources, vérifier si le fil officiel de la Maison-Blanche dit la vérité. Et donc il y a une volonté de mise en scène en permanence. La Maison-Blanche, aujourd'hui, c'est un producteur de contenu. D'ailleurs, Trump se vante d'être le plus grand des influenceurs. Il a sans doute pas tort. Il a sans doute raison. Oui. Nous avons encore 8 minutes et 45 secondes. Il y a, je crois, une élection qui se déroule en France dans 1 an et quelques mois, où je pense que la question, effectivement, de la pression de cette... espèce d'endroit incroyable qu'est le Bureau Oval sous Trump. C'est en fait un théâtre dans lequel on met en scène des politiques, on lance des projets. C'est très difficile de faire cet exercice de perspective, mais en fait, moi j'aimerais bien vous interroger en commençant par Arnaud Miranda qui me regarde avec une air d'inquiétude très profonde. Quels sont les points du récit et de la doctrine trumpiste qui ont été véhiculés dans l'international réactionnaire qui peuvent prendre dans le terreau de l'élection française? Oui, je suis moins inquiet maintenant, c'est bon. Je pense que quelque chose qui, moi, me frappe dans la... Enfin, j'essaie de m'intéresser maintenant à la réception en France, en particulier par les milieux intellectuels. Je laisserai la parole à Jean-Yves Dormageur pour les questions électorales et d'opinion, mais moi, ce qui me frappe, c'est que la réception dans les partis d'extrême droite français de ces idées-là, elles sont finalement assez mineures, en particulier dans le Rassemblement national. Pour moi, il y a une vraie résistance, à mon avis, qui s'explique
d'une part parce que l'essentiel de la stratégie du Rassemblement national n'a pas été la radicalisation justement comme le Trumpisme, mais au contraire la normalisation. Donc finalement c'est presque reculer sur une stratégie qui a été payante, en tout cas qui est peut-être limitée aujourd'hui, mais qui a été payante jusqu'ici. Un symbole de ça, c'était la manière dont, alors j'espère que j'ai bien l'histoire de manière correcte, peut-être que Malia Candel pourra me corriger, mais Jordan Bardella avait réagi au salut de Steve Bannon, qui était un salut fasciste lors de la CIPAC, je pense que c'était, donc une sorte de rassemblement des conservateurs, et il avait condamné ce salut, ce qui lui avait valu un torrent d'insultes de la part de Steve Bannon et d'un certain nombre d'influenceurs américains. Donc il y a une vraie réticence, à mon avis, au Rassemblement national qui s'explique par cette stratégie de normalisation et à mon avis aussi par le fait qu'ils sont vraiment ancrés dans une stratégie nationale populiste uniquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment les deux autres courants dont j'ai parlé, c'est-à-dire qu'il y a une certaine timidité à l'égard du référent religieux, en tout cas qui n'est pas mobilisé de manière politiquement, qui n'est pas mobilisé de manière excessive, et il n'y a pas la dimension tech. Peut-être le parti et les élites politiques dans lesquelles ça pourrait le plus passer, c'est plutôt du côté de Reconquête. Et un élément qui m'a frappé quand même, une évolution, c'est une campagne sur les réseaux sociaux qui était la campagne Nicolas Quipet, qui a été principalement relayée par des médias qui sont proches de la sphère zémourienne, en particulier le média Frontières. Nicolas Quipet, il faut essayer de définir oui, pardon. ça parce Donc, que pas Nicolas tout le monde est sur Quipet, Twitter. pardon, oui, en effet. Donc Nicolas Quipet, qui était en fait une formule issue d'un mème, donc cette espèce d'image virale, ironique, qui représentait une sorte de version parodiée du contrat social à la française, avec finalement Nicolas qui était l'actif de 30 ans et qui travaillait, qui subvenait aux besoins de l'ensemble de la société, en particulier de Karim qui était au chômage et je ne sais plus quels étaient les prénoms, Chantal et Bernard, retraités qui profitaient de leur retraite. Donc avec l'idée que finalement l'ensemble du système de redistribution français reposait sur les actifs trentenaires, jeunes, qui croulaient sur le poids de la responsabilité du reste de la société, donc immigration et système social. Et finalement, donc ça a été notamment relayé beaucoup par Sarah Knafo, notamment figure qui est une campagne qui cible en fait en réalité les retraités. C'est ça aussi qui est très impressionnant et peut-être aussi contre-cyclique par rapport à la stratégie dont vous parlez. Oui, peut-être, en effet, mais je pense que voilà, pour raccrocher avec ce que je voulais dire, c'est que ce qui manquait pour moi à la pénétration de ces idées néo-réactionnaires, c'était une sorte de culture libertarienne, en tout cas très anti-étatique, qui me semblait assez absente et surtout très, très absente du discours du Rassemblement national, qui au contraire était beaucoup plus populiste et qui n'est pas encore majoritaire, c'est certain, mais qui commence à pénétrer en tout cas dans des espaces numériques, un peu dans l'espace politique autour de Reconquête, et qui pourrait être le lieu par lequel ces idéologies néo-réactionnaires pourraient pénétrer, mais je reste prudent parce qu'à mon avis c'est quand même assez mineur encore aujourd'hui. Mais Candel, j'ai envie de vous poser la même question. Quelles sont à votre avis les idées qui pourraient prendre en fait, moi, j'ai vu beaucoup de similitudes entre la campagne Trump et notre campagne après la dissolution. Il y avait cette même idée, de la part du RN, pardon, qui était la défense du mode de vie français. Et ça, c'est vraiment un truc qui était central dans le propos de Trump aussi, qui était la défense, le retour à notre American Way of Life, le Make America Great Again de cette époque qu'il idéalise, mais avec cette idée vraiment de défendre le mode de vie. Et il y avait un vrai parallèle dans au-delà après de toutes les guerres culturelles, etc. Donc là, je vois clairement des liens. Après, effectivement, au niveau un des points de résistance en France, et qu'on voit d'ailleurs très bien quand Bannon fait sa tournée en 2019, il réunit plein de dirigeants d'extrême droite et il fait un dîner assez connu.
Et il demande, il y a des élus américains aussi, et il demande aux Français, qui est Jérôme Rivière, je crois en l'occurrence, de dire la bénédicité avant de manger. Et Rivière est tout embêté, il fait je sais pas, moi je viens d'un pays laïque, etc. Et effectivement, il y a la dimension religieuse. En France, on est un pays laïque, il y a quand même plus de et en tout cas, c'est là où effectivement ça vient plus de Zemmour, Marion Maréchal, de cette branche-là, que du RN Canal Historique. Et pour le coup, moi, les cercles que j'ai étudiés aux États-Unis avaient beaucoup plus de liens avec Zemmour, avec Reconquête, avec Marion Maréchal. Ils étaient extrêmement déçus que Marion Maréchal quitte Zemmour, justement toujours au moment de la dissolution. Jean-Yves Dormagen, nous avons un peu moins de 2 minutes, donc vous allez nous ébahir parce que vous allez nous dire exactement quels sont les thèmes qui vont être repris dans la campagne électorale et puis, qui mèneront sans doute quelqu'un à l'Élysée. Et qui va gagner. Non, ça vous aurez remarqué, je ne vous ai pas fait l'affront de poser ces questions parce que de toute façon, on le saura en lisant vos analyses dans le Grand continent dans la séquence électorale. Merci Gilles, merci. Oui, il me reste 1 minute 29. Je gagne encore 1 minute 27 et je ne réponds pas à la question. Non, juste pour rebondir aussi, je pense qu'on peut faire le lien sur ce que disait Maya il y a tout à l'heure. Je pense que si on veut un peu comprendre ce qui se passe, c'est quand même très important de partir de ce narratif global, qui est le narratif d'un monde chrétien, d'un Occident chrétien, évidemment blanc, en danger, et que tout le menacé de disparition, menacé de submersion, menacé de dilution, etc. Tous ces gens se pensent comme des sauveurs de cet Occident chrétien. Et là, on est quand même beaucoup dans du Huntington. Hein. C'est beaucoup quand même la guerre de civilisation, le choc de civilisation, et c'est vraiment le narratif qui les obsède. C'est-à-dire une guerre civilisationnelle. Ça explique leur position internationale, ça explique aussi leur soutien à Israël. Hein. C'est Israël comme place avancée de l'Occident en monde musulman, etc. Tous ces gens raisonnent comme ça. Et pour revenir à la France, effectivement, la France est différente. De toute façon, tous ces pays sont différents. Enfin, le milléisme, c'est pas tout à fait le trumpisme. Le orbanisme, c'est pas tout à fait le milléisme, etc. Mais il y a quand même ce cadre global derrière. Il y a quand même cette idée qu'il y a une société à défendre. Alors effectivement, chez nous, c'est moins la chrétienté, mais c'est cet ordre antérieur, c'était mieux avant. Enfin, c'est le fameux slogan de Zemmour pour que la France reste la France. Et je pense que ce qui les unit tous, c'est cette idée que donc c'est pour que l'Occident chrétien reste l'Occident chrétien, et en France, c'est pour que la France reste la France. Après, les déclinaisons, la manière dont ça se présente concrètement, les choix stratégiques, tactiques, c'est très important, mais c'est au fond assez secondaire. C'est-à-dire que tout le monde, enfin tous ces mouvements sont portés par ce projet de sauvetage, et au nom duquel, d'ailleurs, certains, les plus radicaux, considèrent qu'ils ont tous les droits. C'est-à-dire que Trump considère qu'il a tous les droits parce que rien n'est au-dessus de ce sauvetage. Et donc les lois, l'état de droit, tout ça, c'est secondaire au regard d'une mission qui est une mission qui dépasse, qui est transhistorique, qui est une mission absolument fondamentale de sauvetage du monde chrétien. Merci, parce que c'était extrêmement riche. Merci à rencontre Michel Serres, merci à Arnaud Miranda, Maya Candel et Jean-Yves Dormagen. Et vous trouverez pour la signature du dernier livre de Maya Candel, Une première histoire du Trumpisme, et ainsi que l'équipe du Grand Continent pour l'Empire de l'Ombre, juste de l'autre côté. Encore merci et à très bientôt.